Un autre thème que j'aimerais aborder avec vous, après avoir parlé de cet état d'urgence, c'est le nouveau plan d'action de lutte contre le financement du terrorisme. Dans un contexte plus global de lutte contre l'État islamique, Arnaud Danjean, les propositions législatives vont être proposées dans les mois qui viennent. Est-ce qu'elles sont à la hauteur de vos attentes? Là encore, rien de très concret. J'ai bien lu attentivement la communication qui a été proposée hier par la Commission et réclamée à grands cris par M. Sapin et d'autres ministres. Quand vous lisez le texte, on vous dit, toutes les deux lignes, on vous dit on va renforcer, on va mettre en œuvre, on va appliquer, on va améliorer. Tout ça, c'est des propos qualitatifs, mais qui veulent dire que la base, elle existe déjà. La base législative, réglementaire, juridique, elle existe. Alors ensuite, c'est des problèmes de transposition dans le droit national. On sait que ça prend du temps, ce n'est pas une découverte. C'est des problèmes ensuite d'efficacité administrative dans l'application des textes. C'est de la responsabilité de chacun des États, de chacune des administrations. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, de décisif? Parce que c'est ça qui compte. Est-ce que par rapport à la menace à laquelle on est confronté, on va prendre des mesures qui sont décisives en nature pour changer les choses? J'ai envie de dire non. On va simplement améliorer et essayer d'améliorer, j'allais dire faire une incantation à l'amélioration de choses qui sont existantes. Alors peut-être aller un petit peu plus vite, peut-être aller un peu plus vite dans la mise en place. J'ai envie de vous dire que la lutte contre le flux financier illicite existe depuis 1989. Et vous connaissez bien le... C'est le GAFI, ou le FATF en anglais, qui a fait depuis les débuts des années 90 d'abord 40 recommandations pour lutter contre le blanchiment, qui a été transcrit dans les directives européennes. Et nous sommes actuellement à notre 4e directive anti-blanchiment. À ces 40 recommandations, on a ajouté dans les années 90 9 recommandations spécifiques contre le financement du terrorisme. Et donc ce travail international sous l'égide de l'OCDE est accompli et fini depuis des années. Il faut bien comprendre que les actes de terrorisme ne sont pas chers. C'est-à-dire acheter un Kalachnikov, c'est moins de 1 000 €. 1 000 €, vous n'avez pas besoin d'un système financier très compliqué. Et on se souvient que des terroristes arrêtés récemment avaient fait un crédit à la consommation de 3 000 €. Donc là aussi, l'idée qu'on peut arriver très finement à repérer le moindre petit virement est évidemment illusoire. Par contre, nous savons que les grandes organisations terroristes sont financées par le Qatar et l'Arabie Saoudite, donc peut-être augmenter un peu la surveillance sur nos partenaires commerciaux, cela fait sens. Et ça se traduirait comment, cette surveillance de nos partenaires commerciaux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut, là aussi, faire une surveillance plus ciblée sur le flux financier en partance et en provenance de ces deux pays. Arnaud Danjean, ça vous semble être la solution aujourd'hui? Moi, je rejoins ce qui est dit sur la rusticité et la plasticité des réseaux terroristes. On a bien vu que les attentats, c'est terrible à dire et à avouer d'ailleurs, les attentats parisiens sont des attentats rustiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé une logistique extraordinaire. Ils ont d'ailleurs été accomplis par des gens qui ont fait preuve d'une part d'amateurisme. Ils ont abandonné des papiers d'identité. Ils ont pu être tracés très facilement après coup. Malheureusement, après coup. Ils se sont fait exploser au Stade de France de façon inappropriée par rapport à leurs objectifs. Donc, et ça n'a pas coûté très cher. Donc c'est pas en mettant en place des systèmes de surveillance extrêmement sophistiqués à l'échelle de la planète qu'on va, si vous voulez, entraver un réseau très local qui va s'approvisionner sur de la criminalité et de la vente de drogue ou de la contrefaçon très locale. Donc moi je me méfie de ces effets d'annonce sur les transactions financières parce que oui, quand on dit financement du terrorisme, on a l'impression d'avoir levé le lièvre qui va tout changer. Enfin entre nous d'ailleurs, Eva Joly l'a dit, les instruments existent depuis longtemps et encore une fois on a affaire à des réseaux qui fonctionnent, même Daesh sur le terrain, fonctionne essentiellement, se finance sur la bête si vous me permettez l'expression. Sur les ventes de pétrole. Voilà. Alors ensuite, sur les pays, effectivement il y a des suspicions très fortes sur un certain nombre de pays. Je serais moins catégorique sur les pays eux-mêmes parce que je pense que c'est plus des réseaux privés, familiaux, de fondations ou autres. Mais c'est vrai qu'il y a des institutions, des structures qui sont à surveiller de façon plus étroite. Ça, c'est des flux bancaires qui peuvent être... plus se focaliser, ce que vous disiez... Mais encore une fois, ça existe déjà. Ça existe déjà. Et vous avez beau surveiller les flux bancaires entre les fondations islamiques, wahhabites de l'Arabie Saoudite ou du Qatar ou d'autres pays et nos pays à nous, c'est pas ça qui va vous empêcher, les frères Kouachi, de passer à l'œuvre. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce. Tout ça participe
en fait d'une espèce de psychose légitime, réelle. Je comprends que la société française ait été traumatisée par les attentats, mais je pense que les réponses que nous y apportons aujourd'hui, elles manquent d'une dimension qui est la dimension d'introspection sur qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous, dans nos services de renseignement, dans la coordination entre eux, dans les échanges d'informations. Qu'est-ce qui fait que 15 types lourdement armés préparent des attentats au cœur de Paris et que ça ne déclenche pas la moindre petite sonnette. Ça, pour moi, ça reste l'interrogation fondamentale. Et ce travail, vous le faites, vous, ici, au Parlement européen, justement, de relativiser peut-être les choses, ou en tout cas d'expliquer. De chercher à comprendre. Moi, je pense qu'on a un déficit de pédagogie. On fait de la communication, on ne fait pas de pédagogie aujourd'hui. Oui. Donc, il y a un problème quand même. Oui. Ce n'est pas par manque de renseignements qu'on n'a pas agi. C'est par manque du traitement des renseignements. Et donc, on voit l'absurdité dans le fait de vouloir capturer de plus en plus de renseignements électroniques et ne pas avoir le moyen de le traiter. C'est une contradiction qui n'est pas les moindres. Alors, il y a aussi cette question du PNR, mais qu'on abordera une autre fois. On arrive au terme de notre débat. Merci à vous tous de l'avoir suivi, à nos invités d'y avoir participé. Juste un dernier mot avant de vous libérer, parce que vous devez aller voter. Qu'est-ce que vous attendez du prochain Conseil européen du mois de février sur cette question de lutte contre le terrorisme, Eva Joly ? Peut-être qu'on arrête de faire de la communication et qu'on prend au sérieux les risques qui fait aussi peser sur la paix sociale européenne cette accélération des mesures d'urgence, de devenir plus raisonnable, de rappeler que nous avons les outils dans nos codes respectifs, qu'il faut se coordonner, mais qu'il faut arrêter d'instaurer des états d'exception. Est-ce qu'il faut faire un débat sur ce sujet au Parlement européen, sur l'état d'urgence en France ? Nous avons déjà essayé d'avoir un débat lorsque la France a voté son loi sur le renseignement qui instaurait déjà une surveillance de masse. Et ce débat dans la Commission Liberté va peut-être devenir d'actualité. On suivra ça cette année. Arnaud Danjean, un dernier mot sur ce Conseil européen finalement Je ne pense pas que ça soit là que ça se joue. Pour être très franc, c'est ce qu'on a dit tout au long de ce débat. Je crois d'abord qu'on a un travail sur nous-mêmes à faire. Chacun des pays doit prendre la mesure de la menace à laquelle il est confronté, à laquelle nous sommes confrontés, et des instruments qu'il met en œuvre pour y faire face. Au niveau du Conseil européen, il y aura sans doute des effets d'annonce dont je me méfie beaucoup. Peut-être la seule chose à l'échelle européenne qui soit vraiment importante aujourd'hui, c'est qu'on ait une forme de sensibilité commune sur le degré de menace, sur l'évaluation de la menace, parce que je reviens d'Europe centrale et orientale, c'est un sujet qui leur paraît totalement secondaire. Alors autant je suis critique par rapport à l'excès de communication que fait le gouvernement français sur le tout sécuritaire, autant je suis un peu alarmé aussi par le désintérêt qu'un certain nombre de pays portent à ces questions sans se rendre compte qu'un jour ou l'autre ils peuvent être aussi touchés, ne serait-ce qu'indirectement parce qu'ils sont des pays de transit, parce qu'ils sont des pays qui peuvent logistiquement accueillir des gens justement parce qu'on est un peu dans des angles morts européens. Donc voilà, je pense qu'un Conseil européen, ça doit être l'occasion d'avoir une approche commune et une sensibilité commune sur ces sujets. Pour les mesures concrètes, ce n'est pas vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Merci à tous. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Toute l'Europe en débat. En attendant, vous pouvez continuer de suivre l'actualité européenne sur www.touteleurope.eu. Merci.